Donc je vous remercie de votre présence nombreuse qui va donner peut-être un peu de diffusion à des idées que je défends depuis maintenant un long laps de temps. Pour le reste, je vous dirais que je suis plus philosophe que juriste. Je suis en fait un juriste contrarié. Je suis désolé, moi j'ai fait l'étude de droit à reculons. Et en fait, j'aborde le droit. Je n'ai aucune sympathie pour l'autorité. Je n'ai aucune révérence particulière pour la loi. Et en fait, mon boulot m'a toujours servi à me donner à penser. Et donc, ma pratique quotidienne qui est assez fastidieuse, je pédale dans la choucroute avec des malcomprenants. Eh bien, cette pratique me permet essentiellement d'avoir un point d'observation sur la société civile en général et sur la justice pénale en particulier, puisque ça a toujours été, en quelque sorte, mon sujet de prédilection. Donc, merci d'être là nombreux pour m'entendre expliquer une série d'idées de caractère général, et puis, très accessoirement, je le dis d'emblée, donc ce sera très peu sensationnaliste, cette petite causerie, pour parler accessoirement du cas particulier de Marc Dutroux, qui sera en filigrane de tout ce que je vais dire, puisque c'est un win-win avec l'intéressé. Donc il sait bien que je fais de son cas le fer de lance d'une série d'idées générales, et en contrepartie, j'essaye de le sortir de la mouise. Donc nous sommes en parfaite symbiose à ce sujet. Il n'y a pas d'équivoque, je ne l'instrumentalise nullement, et il sait que je m'adresse à vous ce soir. Très accessoirement, et pour couper court aux conneries qui pullulent sur les réseaux sociaux, je ne me fais pas mon beurre sur ce dossier, que je défends comme beaucoup de choses gracieusement. Tout ce que j'ai fait d'intéressant dans ma vie a toujours été à titre gratuit, et je n'ai pas l'intention de faire ma publicité sur ce dossier. J'ai ma carrière en grande partie derrière moi, et ce qui m'intéresse, c'est plutôt la diffusion de certaines idées ou de certains principes auxquels je tiens. Donc, j'ai promis de respecter un timing. C'est pour ça que je me suis fait délivrer une montre dont je suis cruellement dépourvu. Donc, il est 20h11. Vers 21h maximum, j'aurai fini de déblatérer et vous pourrez me poser toutes les questions discrètes ou indiscrètes que vous souhaitez me poser et qui vous brûlent peut-être les lèvres. Pourquoi défendre Dutroux ? Quels sont les enjeux ? Je publierai en janvier, probablement aux éditions Antémis, un autre éditeur ayant décliné poliment parce qu'il avait la trouille de représailles, c'est vous dire où on en est. Un petit opuscule qui s'intitulera « Libérer Dutroux, point d'interrogation, quels enjeux de société, point d'interrogation ». Donc, je pose le débat. Pour l'instant, dans mon plan pluriannuel, puisque j'ai annoncé que je me donnais 4 ans pour aller devant le TAP, tribunal d'application des peines pour les non-initiés, la première année est consacrée à faire débat. Donc, l'idée, c'est de proposer, de faire parler de certaines thèses et d'essayer de convaincre en particulier les jeunes juristes qui sont enseignés d'une matière que tout le monde aime. Quand on est étudiant en droit, le droit pénal, ça paraît comme une discipline extraordinaire, merveilleusement bien pensée par un esprit intelligent. Le code pénal est l'affaire d'une seule intelligence, mais d'une intelligence qui semble renfermée pour quelqu'un qui a travaillé en chambre. Et ce qui m'a toujours frappé quand je suis arrivé au barreau, c'était la dichotomie totale entre cette matière qui est tellement succulente et intelligente à étudier avec des concepts d'intention, de volonté, etc., et ce qu'il en advenait en pratique, c'est-à-dire une machine fonctionnant mécaniquement et qui broie des vies. Donc c'est ce décalage qui m'a toujours heurté, et qui fait qu'on défend les clients à la pièce, mais au sein d'un système dans lequel on essaye plutôt d'être le grain de sable que la goutte d'huile. Alors partons, si vous le voulez, de choses très très générales, et puis arrivons à des choses qui concernent peut-être davantage notre sujet. Dans le petit livre que je suis en train de terminer d'écrire, je pars de l'abolition de la peine de mort et la signification que revêt cette abolition. Et donc moi j'y vois deux enseignements principaux. Le premier, c'est qu'on a considéré que la peine de mort était évidemment une barbarie, mais surtout que son abolition a rompu toute idée d'une analogie quelconque entre l'infraction et la sanction. Donc on pouvait raisonner dans un langage simple en disant que celui qui a donné la mort mérite la mort, et on pouvait trouver une espèce de coïncidence quasiment physique entre le châtiment et l'infraction. À partir du moment où la peine de mort n'existe plus, cette coïncidence miraculeuse n'existe plus non plus, et donc
l'échelle de nos peines en devient fondamentalement arbitraire. Donc si vous regardez le code pénal, vous avez de l'infraction la plus grave à la moins grave, bien sûr, du crime le plus odieux, de l'assassinat jusqu'à la contravention de 4e catégorie, qui se voit punir par des infractions, des peines qu'on juge équivalentes. Donc on essaye de trouver une correspondance qui n'est plus physique, comme dans la peine de mort, mais une correspondance symbolique entre l'infraction et sa sanction. Mais à partir du moment où la peine de mort n'existe plus comme la clé de voûte du système, il faut se rendre compte que la correspondance entre l'infraction et la peine est d'ordre purement symbolique, donc en fait elle est arbitraire. Donc nos peines, et je m'empresse de le souligner, sont arbitraires. Elles ne sont légitimes que les unes par rapport aux autres, mais en tant que telles, elles ne trouvent aucun fondement nulle part. Il n'y a pas de mesure de la peine, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part une espèce de norme éternelle qui dirait qu'un meurtre, ça vaut 30 ans et qu'un vol simple, ça vaut d'1 mois à 5 ans de prison. Et donc c'est le premier enseignement de l'abolition de la peine de mort, c'est qu'il n'y a plus aucune correspondance entre l'infraction et la sanction, sinon une correspondance de caractère purement conventionnel. Et la deuxième conséquence m'amène justement à un premier combat que je mène, c'est l'abolition des peines perpétuelles. Dans notre système, vous savez que la perpétuité existe toujours, elle est encore régulièrement prononcée par les cours d'assises ou maintenant les tribunaux, peut-être dans le futur les tribunaux correctionnels qui l'auront définitivement remplacé. Le jury aime la perpétuité, symboliquement c'est un symbole extrêmement fort. Pourtant, si l'on y réfléchit, cette perpétuité devrait être abolie en tant que perpétuité réelle. Alors, prononcer des peines qu'on n'exécuterait en aucun cas, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous admettrez que si on sait d'emblée qu'elle ne sera pas effective, cette perpétuité alors est un leurre. Et si l'on veut adopter une perpétuité réelle, je dis c'est une barbarie encore pire que la peine de mort, c'est une condamnation à mort à vie. Et donc c'est une espèce de torture à petit feu qui amène les gens à dépérir en prison à mort lente. Et donc on transforme la prison en un mouroir, ce qu'elle n'a pas vocation à devenir. Donc les peines perpétuelles existent. Alors là, je vous avais dit que je n'avais aucune révérence par rapport aux autorités. Je suis même en porte-à-faux par rapport à la Cour de justice des communautés européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, excusez-moi, qui considère qu'en tant que telle, la peine perpétuelle n'est pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, pourvu que le condamné ait une possibilité de saisir un organisme quelconque, tantôt c'est la grâce royale, tantôt c'est un organisme une institution telle que le TAP, qui soit susceptible d'amoindrir sa peine. Donc, la simple éventualité que cette peine puisse être revue en cours d'exécution paraît suffisante aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme. Je trouve personnellement que c'est faire preuve d'une certaine pusillanimité, parce que quand on voit la jurisprudence et les cas jugés, on en vient à dire simplement aux détenus la perpétuité, c'est tout à fait possible, pourvu que l'espoir fasse vivre et que vous conserviez jusqu'à votre dernier souffle la possibilité de demander une réduction de peine ou un aménagement du régime de détention. Donc, en ce qui me concerne, je pense que le fait d'avoir aboli la peine de mort devrait également entraîner l'abolition d'une peine à vie, dans la mesure où la mort n'est plus une peine parce qu'il n'y a tout simplement pas de criminel absolu. Alors je pèse mes mots. Il y a des actes qui peuvent entraîner une révulsion totale qu'on peut condamner de la manière la plus absolue possible. Il n'y a pas d'individu qui soit condamnable dans sa globalité. C'est évidemment le paradoxe, c'est qu'en fait on punit des actes, mais on sanctionne une personne dans sa globalité. Le jugement porte sur la personne, c'est la personne qui subit la peine, mais somme toute, elle n'est condamnable que pour certains de ses actes, et bien entendu, sauf à la priver de sa liberté, aucun d'entre nous n'est réductible à l'un de ces actes ou même à la somme de nos actes. Donc je dis, il n'y a pas plus de criminels absolus il n'y a pas plus de peine absolue qu'il n'existe de criminels absolus. Donc exit, et je peux développer encore, mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc exit la perpétuité réelle, la définition même de la peine à partir du moment où la peine de mort est abolie, pour moi, suppose incontestablement qu'il y ait un lendemain de la peine,
un après à la sanction et qu'il y ait une orée à la forêt, un bout au tunnel, et que donc nécessairement le but de la peine doit être métamorphosé et in fine, peut-être comme quand Fantasio dit à Gaston, je vais vous photographier à l'horizon et il y va, mais donc la resocialisation, la réinsertion des condamnés, la réhabilitation est l'horizon de sens vers lequel toute peine doit tendre. Alors nous en sommes loin et je vais aborder maintenant rapidement les fonctions prétendues de l'emprisonnement, ses fonctions réelles et un chapitre qui m'intéresse beaucoup et que j'ai intitulé « Pourquoi la prison n'est-elle qu'une case vide ?» Alors les fonctions, si vous êtes, je suppose parmi vous, il y a de nombreux juristes, ils ne le sont peut-être pas tous, les fonctions officielles de la sanction pénale sont de deux ordres. Il y a d'une part ce qui rentre dans le cadre de la peine juste et d'autre part ce qui rentre dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la peine utile. Au niveau de la peine juste, c'est une peine qui est centrée sur la culpabilité des gens, qui est difficile à trouver, mais donc dans ce cas-là, on sanctionne un acte et donc la vocation essentielle de la peine, c'est la rétribution. On châtie une action à mesure de ce qu'elle mérite. Donc il y a toujours l'idée d'une proportion que l'on essaye de chercher de façon un peu hasardeuse entre l'intention coupable et ce que le fait va mériter en conséquence. Donc c'est la rétribution. On attend également de la peine que la personne fasse retour sur elle-même, qu'elle exprime finalement un repentir, et on attend de sa part qu'elle soit dégoûtée de toute velléité de récidive. En ce qui concerne la peine utile, on n'examine plus la peine sous l'angle du condamné, on l'examine sous l'angle de la société globale. Et là, on va dire la peine a essentiellement pour fonction d'incapacité, donc de mettre les gens en état de nuire parce qu'ils sont dangereux. Donc on ne table plus sur l'incarcération de gens parce qu'ils sont coupables et parce qu'on les punit, mais on les incarcère au motif de ce qu'ils seraient susceptibles de faire si on les laissait vaquer en liberté. Et accessoirement, on tend à intimider tous ceux qui seraient tentés d'imiter le criminel, c'est ce qu'on appelle la justice pour l'exemple. Et enfin, du point de vue de la société, on peut quand même escompter effectivement qu'à la fin du compte, la personne puisse retrouver sa place dans la société libre. Donc, on ambitionne la réhabilitation ou la réinsertion des condamnés. Voilà les peines, voilà les vocations officielles de la peine. Quant aux victimes, les victimes, elles sont censées trouver une compensation tout à fait symbolique à leurs souffrances, dans les souffrances qu'on inflige aux condamnés. Donc c'est un mal rendu pour un mal donné. On est dans une logique qui reste forcément une logique de vengeance, fût-elle soft ou fût-elle un peu édulcorée, si vous voulez. Mais donc la victime est censée s'y retrouver parce qu'on infligerait une sanction sévère aux criminels. Et donc elle serait confortée, en quelque sorte, de savoir que le coupable souffre, pour le dire en quelques mots. Donc il y a quelque part, en filigrane, il y a toujours une part obscure du châtiment qui relève quand même si ce n'est pas du fait des victimes, d'un certain sadisme. Pourquoi est-ce que la prison rate ses objectifs ? C'est assez facile à expliquer, mais je dois broder, donc je dois bâtir des scénarios qui ne sont pas forcément réalistes. Remettons-nous dans l'état d'esprit du type qui concocte son code pénal dans sa petite chambrette à la lumière de la lampe à huile, et il se dit, quel est le raisonnement de ce bonhomme ? Il se dit, je vais créer un code avec des sanctions qui soient suffisamment sévères pour que personne n'ait jamais l'intention de transgresser. Donc la menace de la sanction dans son état d'esprit est suffisante pour que tout le monde, par la peur du gendarme, accepte d'obéir à la loi et de rester en quelque sorte dans le droit chemin. Accessoirement, il choisit la prison et l'amende. Quand vous regardez le code pénal initial, il y a deux peines reines, c'est l'amende et la prison. Pourquoi l'amende et la prison ? C'est assez facile à expliquer. C'est parce que ce sont deux unités de mesure extrêmement commodes. Vous pouvez sanctionner n'importe quel fait d'une amende plus ou moins importante, vous pouvez sanctionner n'importe quel fait d'une peine d'emprisonnement plus ou moins élevée. Donc c'est commode, c'est un instrument de mesure extrêmement efficace puisqu'il couvre a priori tout le champ pénal. Et on dirait que la réflexion du bonhomme qui concocte son code s'arrête là. C'est-à-dire qu'il se dit, personne ne transgressera jamais, et bon, s'il transgresse, on va inventer un machin comme la prison. Et on dirait que sa réflexion s'est arrêtée à la porte du pénitencier, comme s'il avait négligé de réfléchir à ce que serait exactement, ce que serait effectivement un enfermement.
Et d'ailleurs, l'enfermement, le problème, c'est que l'enfermement, ça se vit de l'intérieur, et que dès qu'on en juge de l'extérieur, eh bien, tout le monde continue de considérer la prison comme une espèce de case vide, un peu comme la case du Monopoly, prison, c'est-à-dire un truc, une espèce d'oubliette dans laquelle on enfourne les problèmes et on referme rapidement le couvercle dessus. Donc, au niveau du législateur, il n'y a jamais eu aucune véritable réflexion sur le sens effectif que pouvait représenter une privation de liberté. Pour le public, non plus. Pour le public, non plus. Pour le public, la vertu d'un jugement pénal, d'un jugement de condamnation, elle s'épuise complètement au moment où le jugement est prononcé. Le jugement est prononcé, justice est faite, tout le monde est content, dormez, honnêtes gens, il est minuit, tout va bien. Mais ce qui se passe effectivement derrière les murs de la prison, personne n'a la moindre intention d'y réfléchir, d'y attirer, d'y consacrer une attention. Et donc, pour le public aussi, la prison, c'est peut-être pas la case du Monopoly. Pour le public, la prison, c'est un peu le château de Disney World, puisque si vous allez dans la prison de Saint-Gilles, ça y ressemble d'ailleurs de façon quasiment mimétique. Donc, hein, on aurait dit qu'on l'a fait exprès, c'est exactement le logo de Disney, la prison de Saint-Gilles, avec les tourelles, les petits chapeaux, etc., tout le truc. Il manque juste le cercle avec les étoiles. Et donc, la prison de Saint-Gilles la prison, d'une manière générale, est un impensé de la logique pénale. C'est un impensé dans le chef du législateur, c'est un impensé dans le chef du public qui considérera toujours, contre tout démenti, que la prison est un hôtel à 5 étoiles, que de toute façon ils n'ont que ce qu'ils méritent, que de toute façon ils sont traités mieux que s'ils étaient en liberté, etc., etc. Donc il y a une série de poncifs qui ont la vie dure, parce qu'on n'a aucune notion de ce qui s'y passe. C'est en fait effectivement un trou noir. Il faut se rendre compte que le grand public n'a aucune expérience quelconque de ce qu'est effectivement une privation de liberté. Et même les juges adhèrent, et même les juristes adhèrent génération après génération à ce système qui est très séduisant sur le papier, sans prendre conscience de ce qu'est effectivement l'incarcération de quelqu'un. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que la prison ne remplit évidemment aucun des objectifs qu'on lui assigne, que c'est une vérité perpétuelle qui existe pratiquement depuis que la prison est sur pied, mais que, vulgairement dit, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc, il y a 10 000 personnes en prison. En France, il y en a 50 ou 60 000. La population carcérale explose en France. En Belgique, on a trouvé des exutoires pour éviter les courtes peines. Par contre, les longues peines se rallongent indéfiniment puisque ça va dans le sens de l'opinion publique. Donc, on n'arrête pas de majorer les peines et on n'arrête pas de compliquer les conditions de la sortie. Ça, c'est vraiment le trip dans lequel on est depuis quelques années. On est dans le tout sécuritaire. Et donc, on embobine les gens en leur disant que la prison remplit effectivement les fonctions qu'on lui assigne. Donc, on va dire, oui, c'est une punition méritée. Et d'un autre côté, c'est un moyen efficace de vous mettre en sécurité. Donc, on est dans le tout punitif et dans le tout sécuritaire. Et on n'a même pas commencer d'envisager de rentrer dans une autre logique qui consiste à dire qu'il faudrait peut-être axer avant tout la réaction sociale sur la réparation et sur tous les moyens envisageables de trouver des exutoires à cette prison qui est en fait un pourrissoir, une déchetterie humaine, un mouroir, tout ce que vous voulez, un taudis immonde, un cloaque absurde et hanté et tout à fait moyenâgeux. Donc pourquoi est-ce que la prison ne remplit pas ses objectifs? En termes de punition. Si la privation de liberté n'était qu'une privation de liberté, on pourrait dire que ça n'est que logique. Dans la loi de 2005 sur la condition des détenus, on dit qu'il faut éviter tous les effets évitables de l'incarcération. Mais concrètement, une incarcération dans les conditions que vivent les gens en Belgique, c'est en fait amène nécessairement les gens à la désespérance la plus absolue. Ils sont privés d'air, ils sont privés de lumière, ils sont privés d'espace vital, ils sont privés de contact quelconque avec la nature, ils sont privés de tout ce qui fait de l'existence humaine quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Donc, on les flanque au fond d'une oubliette et, je répète, leur sort indiffère les gens quand, en fait, ils ne sont pas complètement montés contre des personnes qu'ils considèrent comme leurs ennemis publics. Donc, au niveau de la punition, il faut simplement vous rendre compte que si la personne qui vit la détention
la ressent, comme c'est souvent le cas, et je ne parle pas explicitement de qui vous savez, comme une injustice, c'est-à-dire comme un sort qui lui est fait et qu'il ne mérite pas. Donc si cette peine est vécue avec ressentiment, avec rancœur, avec révolte, bien vous créez ce que vous constatez, c'est-à-dire qu'on va dire oui, mais il y a un taux de récidive chez les gens qui sortent de prison, c'est parce qu'une fois que vous les y avez fait rentrer, il est quasiment impossible de sortir du circuit. Alors j'utilise souvent une image, je dis que de la même façon qu'on ne doit pas recongeler un produit décongelé, tout se passe comme si on disait qu'on ne doit jamais réinsérer un produit désinséré. Or, la prison désinsère complètement, elle coupe les gens de tout lien familial, social, etc. Et ensuite, en termes de peine, on leur demande d'effectuer un plan de reclassement, ce qui est évidemment une aberration. Donc, la prison, en termes de punition, elle est vécue comme un temps mort, un temps consacré littéralement à ne rien faire, comme une espèce de temps vide qui ne sert strictement à rien, qui n'a aucune utilité réelle. Donc, cette sanction tourne à vide. On est dans une espèce de cloche à fromage où rien ne se déroule, où on est littéralement asphyxié par le manque d'air libre. En termes de sécurité, le discours sécuritaire ambiant, qui consiste à vous dire que plus on incarcère de gens et plus longtemps on les maintient en prison, plus vous serez en sécurité, est évidemment une prodigieuse illusion d'optique. Donc, comme la plupart des JT sont consacrés par moitié à évoquer des faits divers qui suscitent l'émoi et le scandale public, on est entraîné continuellement à raisonner de cette façon-là et donc à considérer que d'abord tout détenu est un du trou potentiel, donc ce qui fait que malheureusement il n'est pas bien vu par ses pairs parce qu'on lui reproche grâce à lui la loi est devenue plus répressive qu'elle ne l'était auparavant. Donc il est un peu honni au sein de sa propre confrérie, si vous me permettez l'expression. Mais donc le tout à la sécurité est un mythe, parce que plus la prison est sévère et dure, plus la détention devient cruelle, plus on s'écarte d'un modèle de justice qu'il faudrait encourager. Donc la prison n'est effectivement qu'une case vide, c'est un impensé. C'est un impensé pour le législateur, c'est un impensé pour les juges qui n'en ont jamais fait l'expérience. On va peut-être commencer par les y envoyer un mois jusqu'à ce qu'ils rendent grâce et qu'ils demandent effectivement à en sortir. Ce sera à mon avis un grand bienfait. Idem pour les procureurs du roi, idem pour les avocats. On devrait d'une certaine manière être tous passés par la case prison pour commencer d'en débattre en termes réalistes et pas seulement en fonction d'une espèce de mythologie sur laquelle on s'arrête pour dire que que le système peut continuer de ronronner comme ça éternellement sur les mêmes bases. Donc la rétribution rate son objectif. La mise en état de nuire est un objectif à court terme ou à moyen terme. De toute façon, étant donné qu'il faut abolir les peines perpétuelles, il faut évidemment envisager à un moment donné la sortie et le fait de préparer cette sortie. La condition pénitentiaire, donc, ce qui est assez quand même comique, c'est que nous avons des lois qui parfois sont progressistes. Mais ces lois n'ont jamais on n'a jamais les moyens de nos fins, et donc elles ne sont pas appliquées. Alors je ne vais pas vous asséner de longues lectures, mais vous devez savoir que depuis 2005, voilà comment on définit l'exécution de la peine, c'est 2-3 articles. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. C'est tellement désopilant que je ne peux pas réprimer un sourire dans ma barbe. D'accord ? Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention. Alors ça, c'est effectivement un idéal que nous n'avons jamais eu la volonté réelle d'atteindre, puisque, je répète, les détenus sont des sujets de non-droit. Prenez l'exemple des grèves qui ont sévi dans toutes les prisons de Belgique il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Pendant 6 mois, les détenus ont été privés de leurs droits les plus élémentaires. Ils n'avaient plus de douche, plus à bouffer, plus de visites, plus rien du tout. Ils étaient laissés livrer à eux-mêmes. C'était l'apocalypse. Même les avocats étaient pratiquement empêchés de les voir. Ils n'allaient plus aux audiences. On devait les représenter aux audiences. Enfin bref, ils étaient dans un isolement absolu. Ça n'a pas ému la foule. On n'a pas vu une marche blanche pour le sort des détenus.
les détenus, de toute façon, c'est des repris de justice, c'est des gibiers de potence, c'est des gens qui méritent effectivement les tortures les plus raffinées. Donc la grève des prisons a démontré qu'on pouvait être pire que détenu. On peut être séquestré dans sa propre prison. On peut être l'otage des gardiens. Donc, on peut être réduit à l'état de non-existant, de néant d'être, sans que personne ne bronche. Sinon, bien sûr, la Ligue des droits de l'homme et quelques organismes dont c'est la vocation, mais pour le reste, pas de mouvement de foule générale, sinon dans les familles des détenus qui, elles, évidemment, éprouvent indirectement les méfaits de cette détention. Et alors, je voudrais en arriver à la façon, alors un plaidoyer donc après l'abolition des peines perpétuelles. J'ai effectivement dit sur les ondes que je considérais en termes de sanctions. Je dois évidemment aborder maintenant les deux conceptions de la peine juste, la peine utile, puisque j'ai émis des idées qui peuvent paraître saugrenues. Bien entendu, personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Qui consistait à dire qu'une peine privative de liberté ne pouvait jamais excéder 25 ans. Donc je dois m'expliquer là-dessus, puisque c'est une idée force, et puis je dois examiner la peine sous l'angle de la dangerosité. Donc je vais d'abord parler de la peine en tant que sanction, donc sur le plan de la culpabilité. Alors quel est mon raisonnement ? Mon raisonnement consiste à dire que qu'on peut mesurer la peine à plusieurs zones, si vous voulez, à plusieurs zones, A-U-N-E-S, pas zone, à plusieurs zones. D'accord ? Il y a dans le code, vous avez d'ailleurs déjà plusieurs logiques qui se concurrencent. Vous avez la logique de la conséquence, la logique du risque, la logique de l'intention. On va rapidement brosser là-dessus. La logique des conséquences, vous avez quelques survivances d'une pensée primitive qui consiste à dire qu'il faut punir un acte à proportion des conséquences qu'il a engendrées. Donc, vous avez tué quelqu'un, dans cette logique qui est assez archaïque, que vous l'ayez fait volontairement ou pas, que vous l'ayez fait avec intention, que vous l'ayez fait avec préméditation ou pas, que ce soit un accident, tout ça ne rentre pas en ligne de compte. Le type est mort, vous méritez en quelque sorte une sanction équivalente. Tout le monde se rend compte que c'est un raisonnement qui ne peut pas être suivi dans une optique plus subjective et plus morale de la justice. Vous avez un deuxième critère qui est la logique de l'intention. Cette logique est celle qui est la plus prégnante dans le code, qui consiste à dire qu'en fait on doit essentiellement essayer de cerner la mesure de la culpabilité, donc essayer de cerner une faute morale. Donc ce qu'on sanctionne, c'est essentiellement la perversité d'esprit, si vous voulez, la malignité d'esprit, le fait d'avoir agi de façon machiavélique, si vous voulez, plus ou moins avec des intentions méchantes. Caractérisé. Donc, ce qu'on sanctionne, c'est vraiment cela, et c'est le cas dans la plupart des infractions, puisque d'abord, elles sont toutes assorties d'un élément moral, et puis d'autre part, dans la graduation des peines, puisque le juge dispose en général d'une très large fourchette de peines, il va sanctionner plus sévèrement, en général, en fonction de la perversité du condamné, notamment de savoir s'il a des antécédents spécifiques. Et puis vous avez la logique du danger. Il y a des infractions qui punissent essentiellement, enfin qui sont punies essentiellement en fonction du risque qu'elles font courir à la société. Par exemple, dans le cas des vols, vous avez toute une série de circonstances aggravantes, la nuit à deux, plusieurs, etc., qui font que la peine est plus élevée parce qu'on considère que des gens qui agissent dans ces conditions sont manifestement ancrés dans une forme de délinquance acquisitive plus dangereuse parce qu'ils sont mieux organisés. Ça confine petit à petit au grand banditisme. Et puis vous avez une quatrième échelle. Donc dans ce cas-là, on va sanctionner les gens d'autant plus fortement qu'ils apparaissent comme étant plus dangereux. Donc les deux logiques concourent tout le temps, celle de la peine juste, celle de la peine utile. Donc il y a des juges qui sont rivés sur une conception rétributiviste de la peine qui vont dire ça mérite autant. Il y en a d'autres qui disent on va se focaliser sur l'avenir probable du bonhomme et comme il est dangereux, on va lui serrer la vis. Il y a une quatrième aune, et là je pense que c'est très important d'y revenir, dans la loi de 2005, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Où on dit l'exécution de la peine privative de liberté, c'est 3 lignes. L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction, sur la réhabilitation du condamné, je suis bien d'accord, et sur la préparation de manière personnalisée de sa réinsertion dans la société libre. À nouveau, moi je ne peux pas m'empêcher de sourire, puisque rien n'est fait à cette fin. Mais donc je voudrais revenir sur le premier membre de la phrase.
l'exécution de la peine est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction. Je vais revenir là à un des 3 griefs qu'on me pose traditionnellement, qui consiste à dire que je suis une sombre brute et que je n'ai aucune empathie pour les victimes. Et donc je reçois une série de messages plus ou moins haineux disant « Et si c'était votre fille qui avait été enlevée, est-ce que vous soutiendriez le même discours ?» Évidemment, je dis d'abord que le point de vue des victimes est tout à fait légitime, bien entendu, que je respecte parfaitement les familles des victimes et que je n'ai absolument bien entendu aucun grief par rapport à leur prise de position qui sont forcément antinomiques par rapport aux miennes, inversement, elles n'ont pas à me faire grief d'être l'avocat d'un type qui est préposé à prendre un parti pris favorable pour lui, mais plus généralement, et au-delà du cas d'espèce, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on ne peut pas calculer une peine en fonction de la réparation du tort causé aux victimes. Oh, avec quoi vous venez, Daillé? Avec quoi vous venez? Bon, je vais vous expliquer comment je raisonne. On est sorti du cycle de la vengeance. Toute l'histoire de la justice, c'est la sortie de la vengeance. C'est quoi la vengeance? C'était le fait de permettre aux gens de régler leurs comptes eux-mêmes. On est d'accord? Donc c'était la vendetta, avec un cycle de représailles indéfini. Et donc, pour y mettre court, on a doté l'État du privilège d'avoir le monopole des poursuites. Donc, autrement dit, qu'est-ce que c'est une infraction? Ce n'est pas le tort que vous avez causé à M. X ou à Mme Y, c'est la lésion d'un intérêt ou d'une valeur sociale que la société doit défendre. Autrement dit, l'infraction, c'est une atteinte à la propriété de manière abstraite, à l'intégrité physique, à la vie des gens, de manière abstraite. La victime est une pièce rapportée au procès. Un grand nombre de procès se passent sans la victime n'est en quelque sorte que l'élément déclencheur de la procédure, mais si la poursuite de la procédure peut parfaitement se passer sans elle. Vous allez me dire c'est regrettable, on peut en discuter, mais en tout cas c'est comme ça. Donc c'est la société qui poursuit, c'est la société qui condamne, et la peine, sa vocation n'est pas de compenser la douleur infligée aux victimes, parce que là nous serions d'office dans une surenchère infinie. Il n'y a aucune peine qui pourrait être jugée suffisante par les familles des victimes si elles sont animées assez logiquement d'un ressentiment et d'un appétit de vengeance qui serait parfaitement compréhensible. Donc pour elles, 2345 années de prison ne ferait jamais l'affaire. Donc il est inenvisageable de dire que la vocation de la peine, c'est de compenser le tort subi par M. X ou Mme Y. Ça n'a pas de sens. Et je ne m'explique pas cette scorie dans la loi. La vocation de la peine, c'est tout simplement de permettre à quelqu'un, en quelque sorte, d'effacer l'éponge et d'effacer aussi symboliquement qu'il l'avait fait le tort qu'il a causé à la société dans son ensemble. La répression est exercée au nom de la société. La sanction doit avoir pour but en quelque sorte, de permettre de remettre les comptes à zéro et de permettre à quelqu'un de recouvrer sa liberté. Tant que vous liez l'exécution de la peine au sort des victimes, vous ne sortez pas du cycle de la vengeance. Vous restez dans une forme de vengeance édulcorée. Or, c'est le fait de rester dans cette optique même soft de vengeance, puisque quand même on ne lui coupe pas la tête. On vous a dit c'est quand même déjà bien, il est déjà libre, il est déjà vivant, si peu. D'accord? Donc, ça n'a pas de sens. Si vous dites, j'ai perdu le fil de mes idées, etc. Donc ça n'a pas de sens donc, de mesurer une peine à l'aune des souffrances. Donc il faut couper toute relation entre la culpabilité et entre la vocation, le sens de la peine et le fait de pouvoir en quelque sorte réparer un mal par un autre, outre le fait que bien entendu un mal n'en répare pas un autre et qu'il est impossible de remettre les choses dans leur pristine état, puisque la meilleure définition de l'infraction, c'est que vous avez commis quelque chose qui, par définition, est irréversible et que vous ne pourrez jamais revenir en arrière, en quelque sorte. Donc, je suis à ce moment-là, si l'on admet que nous devons résolument et définitivement sortir de toute idée de vengeance, que simplement il doit rester une punition qui peut être sévère, je ne suis quand même pas, d'accord, pas débile, d'accord, donc c'est-à-dire il n'y a pas d'autre alternative par rapport à des faits graves que de les sanctionner, et de les sanctionner avec la sévérité qu'il commande. Mais si vous acceptez l'idée de ne pas vouloir, en quelque sorte, indirectement et implicitement vous venger de ce qui s'est passé, si vous adoptez le point de vue de la société globale, alors je dis, en termes de sanctions, 25 ans d'emprisonnement constitue, selon moi, et on peut en discuter, un maximum absolu et indépassable.
Tout autre chose est la question de la dangerosité, mais je dis il faudrait qu'à un moment donné, la peine s'arrête. 25 ans de prison, j'avais fait le calcul hier soir, parce que j'étais sur ce chapitre, c'est 9125 jours, c'est 219 100 heures, c'est 13 146 000 secondes. Alors en prison, une seconde, c'est une seconde. D'accord? Une seconde, c'est interminable. Quand vous avez un cours chiant, ça dure 50 minutes, vous pelez déjà la peau des joues en vous demandant quand ça va s'arrêter. Alors, à la prison, il n'y a même pas de prof pour vous enseigner quoi que ce soit, il n'y a rien. Vous êtes là face au mur, à trois, dans un espace complètement millimétrique, d'accord, à devoir subir le vacarme ambiant, l'ambiance surchauffée ou glaciale selon les saisons. Donc, représentez-vous ces 13 146 000 secondes. D'accord, c'est en fait une peine déjà en tant que telle, en tant qu'elle rétribue un tort. C'est une peine qui est déjà énorme. Au-delà de ça, ça me paraît tout à fait exorbitant. C'est une peine qui ne mérite plus son nom. C'est une justice qui, à ce moment-là, s'apparente purement et simplement à des représailles d'une cruauté insigne si l'on a égard aux conditions de détention globale et si l'on a égard en particulier aux conditions de détention de Dutroux, qui fait l'objet d'un régime spécial de détention, dont vous devez quand même savoir quelques mots. C'est que pour la sécurité de l'établissement et sa propre sécurité, on lui applique un régime qu'on renouvelle de 2 mois en 2 mois, qui est en principe un truc qui a été inventé pour les terroristes. Et si on le renouvelle de 2 mois en 2 mois, c'est parce qu'on se dit qu'après 2 mois, le type est peut-être déjà devenu fou. D'accord? Donc c'est un peu comme Kevin Bacon dans Meurtre à Alcatraz, vous le voyez, il est pendant 1 an dans un truc où il n'y a ni air, ni lumière, ni quoi que ce soit, et puis on le fait sortir sur une scène épouvantable. Si vous voyez le film, vous ne vous endormirez plus. Et puis on le sort, Kevin Bacon, sur une terrasse, et le type croit qu'il est complètement hagard, il croit qu'il va pouvoir retrouver un régime normal, et puis hop, on le reflanque au trou pour encore 1 an, et bien entendu, il finit par perdre complètement la raison. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui est dans un espace tout à fait confiné, de 9 mètres carrés, d'accord, qui est livré à lui-même, d'accord, un peu comme dans un zoo, avec un vieil éléphant pelé qui fait le tour de sa cage, puis comme un éléphant, ça vit longtemps, hein, donc ça peut durer longtemps. Donc ici, il est là, à ruminer. Il n'y a pas de contact avec les autres, il est comme un Robinson Crusoe sur son île déserte sans vendredi. S'il voit vendredi 1 heure par semaine, le vendredi. Et puis, pour le reste, donc c'est un régime inhumain qui amène un homme normal à devenir progressivement fou. D'accord ? C'est miracle d'avoir en face de soi quelqu'un qui est sensé, qui raisonne, qui exprime des émotions, qui manifestement ressent des sentiments. Je sais bien que tout ça peut être très mal compris et que vous alliez, mais enfin, et quoi il vient. Mais donc, je veux dire, vous rencontrez un humain, donc quelqu'un qui est encore debout, qui est capable d'un raisonnement articulé, avec lequel il y a moyen de nouer un dialogue, et qui survit, parce qu'il est dans une survie, parce qu'il a encore la volonté, quelque part, d'être combatif. Et donc mais il considère, évidemment, sa condition comme étant profondément injuste. Alors, hier, j'avais un journaleux qui me dit « Oui, mais Sud Presse ébruite le fait que, quand même, votre client, il a des doléances, il est très revendicatif, il veut un coiffeur, il veut un vélo d'appartement, et il veut je ne sais plus tout quoi, il veut des dents. Il veut des dents. » Alors, donc, arrêtons-nous 1 minute, d'accord? Donc, ce qu'il faut quand même mettre les points sur les i, d'accord? Il veut un coiffeur. D'accord? Quand j'ai fait sa rencontre, c'était une espèce de prophète avec une barbe hirsute, comme ça, des cheveux impossibles, plus peignés depuis des années, pouilleux, pas de dents. D'accord? Un sans dents, comme dirait Hollande. Bon, il demande des dents. Mais pour pouvoir aller chez le dentiste, il faut faire un mouvement dans la prison, donc plus personne ne peut le rencontrer sur le chemin. Donc, c'est trop difficile pour la prison. D'accord? Le coiffeur, non, parce que vous comprenez, si le coiffeur lui en veut, il va peut-être lui donner un coup de travers. D'accord? Et donc, je dis, il lui faut un coiffeur. La presse mondiale parle du coiffeur de Dutroux. D'accord? Il demande juste d'être coiffé et peigné. Ça figure en toutes lettres dans la loi de 2005, c'est la condition du détenu. Il doit y avoir des conditions d'hygiène minimales. Il demande un vélo d'appartement. Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans qu'il bouffe que des pâtes et des frites et il devient comme un pachyderme. Il demande à pouvoir faire un peu d'exercice puisqu'il ne sort pas. Il ne sort pas. Il nettoie le préau quand les autres n'y sont pas, le matin, avant que le soleil ne se lève.
D'accord? Donc, il devient pachydermique, donc on trouve un vélo d'appartement. Le ministère de la Justice me téléphone en disant « J'ai des interpellations parlementaires parce qu'on voudrait savoir où vous avez déniché ce vélo. Est-ce que son origine est bien licite ?» Oui, je suis son avocat, quelqu'un m'a proposé un vélo, il en avait justement un. Dans ce cas-là, vous allez avoir l'autorisation de pouvoir le lui acheminer. Donc, ok, il faut quand même se représenter qu'on est au XXIe siècle, d'accord, on est dans un pays civilisé, d'accord, et il faut arrêter de déconner. D'accord, il y a une base. Moi, je veux bien, on peut aussi lui jeter son écuelle avec du frolic, d'accord, et vider la bouteille d'eau par terre pour qu'il la lèche, pour qu'il la lappe, mais je dis, ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. C'est une aberration de l'esprit. Donc, on est dans un système où la prison, ici, s'apparente manifestement à un traitement inhumain. Pourquoi ne faites-vous rien? On va se bouger, c'est pas tout faire à la fois. Je vais bouger, je suis en partenariat avec un deuxième avocat qui va monter au créneau et on va faire ça rapidement et convenablement. Dangerosité. On me dit, ça c'est l'argument sempiternel, on va me dire, alors quelle est ma proposition? Ma proposition, c'est qu'une fois qu'on sort les gens après 25 ans maximum, il est évident qu'on ne doit pas les relâcher sans balise. On peut prévoir des conditions très particulières. J'ai encore 10 minutes. Après, je termine. On peut prévoir des conditions particulières. Il est évident qu'une libération doit être programmée. Je vais parler du cas du trou dans 5 minutes. Mais le fait est que si vous dites que la peine est à temps, ça entraîne une révolution complète. Ça entraîne le fait que, comme la loi l'ordonne, l'État doit mettre en œuvre les moyens pour que cette libération soit possible, effectivement, à l'échéance. Donc, si vous mettez une date butoir, vous faites peser sur l'État une obligation de moyens. Il doit se bouger le cul pour que cette libération se passe dans les meilleures conditions possibles. Dans ce cas-là, la peine trouve un sens. Et la personne qui l'exécute va admettre la réalité de son sort parce qu'elle va se dire « Ok, je suis dans une optique où je vais effectivement mettre en œuvre les moyens pour sortir plutôt que d'être laissé complètement livré à lui-même. » Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on exige des détenus qu'ils offrent un plan de reclassement qu'ils doivent faire tout seuls. L'assistance aux détenus est dérisoire si on exclut le bénévolat, les gens qui viennent faire un peu d'alphabétisation, etc., les visiteurs de prison qui sont des gens remarquables et qui permettent de garder un peu les gens en selle. Si vous supprimez tout ce qui est bénévole, tout ce qui est gracieux, il n'y a plus rien. Il y a un psychiatre pour 600 détenus. La forêt, il y avait un psychiatre pour 600 détenus. On a vu un jour arriver le psychiatre à la cour d'assises, il avait l'air plus fou que ses clients. Donc on s'est dit que ça avait fini par lui taper sur le mental. Donc les moyens offerts pour la soi-disant la réinsertion dans une société libre sont tellement dérisoires que ça en devient un scandale public, mais qui n'est jamais ébruité, puisque, je le répète, le leitmotiv, c'est que tout le monde s'en fout. Donc, si les juristes de la génération à venir n'embrayent pas en disant « effectivement, nous, on ne veut pas cautionner ce système, on refuse de marcher dedans », si les procureurs du roi, les futurs procureurs du roi, arrêtaient de chausser les charentaises de leurs prédécesseurs, et si les juges, effectivement, de la nouvelle génération faisaient fronde en disant « ce sont des lois scélérates, là, on va arrêter d'envoyer les gens au trou quand on sait ce qui s'y passe », on aura fait sans doute un solide pas en avant. Dangerosité, donc il faut que vous sachiez que rien n'est entrepris pour réduire ce risque potentiel. Maintenant, comment évalue-t-on la dangerosité des gens? Alors, j'ai dit, il y a 2 semaines, je vais demander à un collège d'experts. On dit, Taillé va demander à un collège d'experts, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Laissons ce type mourir doucement. Hein, donc, si personne ne se lève, de toute façon, il va de soi pour l'immense majorité de l'opinion, qu'il n'y a rien à faire pour lui, on doit juste attendre qu'il décède de mort naturelle. D'accord? Donc, c'est ça ou rien. Donc, on va me dire, pourquoi faites-vous tout ça? Ben, c'est ça ou rien. Alors, donc, la dangerosité, c'est les psychiatres qui sont les premiers juges, testeurs, si vous voulez, de cette affaire. Alors, on va dire, oui, mais les psychiatres, on s'en méfie, ils ne sont pas tout justes et puis ils ne sont jamais d'accord entre eux. D'accord, on va avoir un collège, ils vont sans doute dire... à des titres différents, oui, il reste quand même dangereux. Je dis, s'il reste tout dangereux 25 ans après avoir été arrêté, il y a quand même un problème. Est-ce que ça ne prouve pas que c'est la faillite du système, d'une part? Donc, si effectivement cette personne était toujours dangereuse, ce dont personnellement je doute, mais mon avis n'y fait rien, ça signifie qu'on n'a strictement rien entrepris et qu'on se fout des gens en leur disant, mais oui, vous savez, on œuvre à ce que vous soyez en sécurité. Donc, ça signe
globalement la faillite du système. Deux, le TAP a été institué pour avoir la possibilité de ne jamais libérer personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a 5 juges, ils doivent statuer à l'unanimité et ils doivent statuer sans appel. D'accord? Alors 5 juges qui statuent à l'unanimité, ça je crois que c'est un cas unique dans les annales judiciaires, que 5 juges doivent délibérer collégialement, mais qui doivent être tous unanimes. Ça c'est en matière de jury d'assises, dans les chambres à 3 juges, une majorité suffit. Ici, il faut l'unanimité pour que personne ne puisse se déjuger vis-à-vis de l'opinion publique, qu'aucun des 5 juges ne puisse dire en catégorie, c'est pas moi, c'est les autres. D'accord? Sans appel, parce qu'on n'a pas eu de pognon pour instaurer un TAP d'appel. Donc, ces juges statuent en première et dernière instance. Alors, c'est quoi un juge qui a toujours le dernier mot? C'est un juge à qui, finalement, ça finit aussi par taper sur le mental. Et quand un juge est placé en situation de toute puissance, c'est un juge qui rapidement se rend compte, pense, ou suppose qu'il a toujours raison. D'accord? Alors, avec l'opinion chauffée à blanc, il est évident que la probabilité qu'on le libère est à peu près nulle ou infinitésimalement faible. J'en suis bien conscient, je ne suis pas complètement naïf, néanmoins, on fera quand même un petit ramdam autour. Donc, dans le cas de Dutroux, on peut s'y appesantir, je ne vais pas commencer à dire si pour moi il est dangereux ou pas. Ce que je veux expliquer, c'est que le jugement sur cette dangerosité est un jugement juridique. C'est-à-dire que les avis des experts ne sont que des avis, les juges n'ont pas forcément à en tenir compte, ils sont souverains décideurs. Mais quand vous devez juger de la dangerosité de quelqu'un, je veux simplement énoncer pour moi une évidence, parce que je l'ai déjà vécu dans des tas d'autres dossiers, c'est que le pronostic que vous faites sur le futur d'un individu, eh bien, il est aussi aléatoire qu'un pari sportif. Parce qu'en fait, vous ne pouvez jamais déduire de ce que quelqu'un a fait ce qu'il est susceptible de faire, de la même façon que parmi nous, il y a peut-être quelqu'un qui demain va prendre un flingue et tirer dans tout l'auditoire. On ne sait, le risque zéro n'existe pas. Des gens qui ne présentent absolument aucun indice extérieur de dangerosité peuvent se révéler l'être, et des gens qui, dans le passé, dans un passé immémorial, ont commis des faits graves, c'est leur dénier la capacité d'évoluer que de dire, ben oui, cette personne-là, celle-là, elle est incontestablement et définitivement murée dans une personnalité qui est insusceptible d'évoluer. Donc c'est scandaleux de la part d'une partie de l'opinion de dire, ben non, si vous êtes pédophile, vous l'êtes indéfiniment, outre que la qualification de pédophile est dans le cas d'espèces problématiques, mais je referme la parenthèse. Mais donc, je veux dire, un infracteur de mœurs reste définitivement figé dans une attitude antisociale, et donc on va tout de suite évoquer le nom de psychopathe, et par conséquent, il n'y a aucun repentir, aucun amendement à en escompter. Donc, de toute façon, rien n'a été fait. Alors, je terminerai en disant que qu'est-ce qu'on brigue? Alors, on m'a dit, s'il sort, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je dis, il faut se méfier des justiciers du dimanche qui sont légion. Bien entendu, il faut avant tout assurer sa propre sécurité. Il est plus en danger qu'il n'est dangereux. Il a 60 ans. Il a passé pratiquement plus d'années en prison qu'il n'en a passé en liberté. Je dis maintenant, on va essayer de lui trouver un exutoire, un petit cloître où il puisse aller jardiner ses carottes sans chercher à nuire à qui que ce soit, sous haute surveillance. Et alors on me dit, mais à quoi ça sert cette espèce d'ersatz de liberté? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se casser le cul pour passer d'une prison à une autre? Ben non, je vais vous dire que la prison, c'est être dans une pièce dont vous ne pouvez pas sortir, donc, et que vous devez attendre qu'on vous ouvre pour pouvoir en sortir. Ça n'a pas du tout la même chose que d'avoir une certaine liberté d'aller et venir, plus dans un espace un peu moins étroit, et de pouvoir jouir de la lumière et de l'air libre, et surtout symboliquement de se dire, ben voilà, je suis libre, je n'ai plus que quelques années à vivre, je vais finir par défaillir parce que j'ai vécu sous un régime qu'aucun individu normal n'aurait pu supporter sans avoir un esprit de résistance incroyable, et tout cela dit sans avoir égratigné, si peu que ce soit, la figure des victimes, bien entendu, mais à qui on fait jouer un contre-emploi, parce que je terminerai par là, parce que si on veut gloser sur la place des victimes, le problème, c'est qu'avec la médiatisation de la justice, vous remettez les victimes à l'avant-scène et vous leur faites surtout jouer un rôle qui n'est pas le leur, qui est celui d'agent de la répression. Autrement dit,
de quoi les journalistes se servent-ils pour les victimes? Ils leur tendent le micro systématiquement pour leur demander s'ils sont satisfaits de l'enquête, s'ils sont satisfaits du jugement, s'ils sont satisfaits du fait que le gars reste en prison. Et donc, on les instaure comme les juges les plus appropriés pour décider de ce que ça mérite. Alors que précisément, la justice a tout fait pour qu'il n'ait pas voix au chapitre sur ce sujet. Vous devez savoir que la cour d'assises, pour ceux qui n'ont jamais assisté à un procès de cour d'assises, il y a 2 débats, il y en a même 3, mais il y a un débat sur la culpabilité auquel les parties civiles peuvent participer, et puis il y a un débat sur la peine, dont les avocats des parties civiles sont exclus. Ils ne peuvent pas s'exprimer sur ce que mérite un condamné, parce qu'ils sont précisément les plus mal placés pour en juger. Et maintenant, avec le fait de la médiatisation à outrance de certaines affaires, on assiste exactement au phénomène inverse que j'ai dénoncé dans un petit livre qui doit être à la bibliothèque, qui s'appelle « Les 3 cancers de la justice », que j'ai appelé le victimaire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait rejouer à la victime un rôle dont on l'avait précisément exclu en la mettant hors jeu de la répression. Alors vous avez compris, je termine à 20h59, je suis pour quelque chose qui peut paraître paradoxal, je suis pour une répression à visage humain. Donc je suis pour, effectivement, pas pour qu'on abolisse le droit pénal, je ne suis pas pour qu'on rase les prisons, quoique 80% des gens pourraient en sortir demain sans dommage, mais je suis pour qu'on réfléchisse à quelque chose qui ait du sens, à une détention qui se passe dans des conditions dignes, qui amène les gens à se redresser, effectivement, et à pouvoir et avoir les moyens de se réhabiliter, au lieu qu'on est dans une obscure fond de cave, où on laisse croupir les gens en pensant qu'en mettant la poussière sous le tapis, on va résoudre magiquement les problèmes sociaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolé si j'ai été très, très virulent, mais voilà, il est 21h, j'ai respecté mon timing. Et je vous remercie de votre attention à ce stade-ci. Voilà. Maintenant, on va passer à une petite séance de questions-réponses. Donc voilà, comme monsieur l'a dit au début, les questions discrètes et indiscrètes, tout ce qui vous passe par la tête, un tant soit peu intelligent, n'hésitez pas. Alors, d'abord, il y a quand même un phénomène nouveau, c'est que vis-à-vis de la prison, il y a un mouvement centrifuge et un mouvement centripète. Donc, on a quand même créé récemment des peines alternatives, la peine de probation autonome, le bracelet électronique, la déclaration de culpabilité, tout ce que tu veux, donc qui sont la peine de travail, bien entendu, qui sont des échappatoires qui se sont révélés bien utiles. Quand on a instauré la peine de travail, je me suis dit, bon, ça va être encore un truc pour étendre le filet pénal et poursuivre des trucs qui autrement auraient été classés sans suite. Eh ben, j'ai eu tout faux, parce que en fait, la peine de travail elle a été utilisée surabondamment par des juges qui n'avaient plus l'embarras du choix, qui devaient condamner à une peine d'emprisonnement ferme parce que les antécédents du prévenu l'empêchaient d'en bénéficier. Et donc, ils ont utilisé la peine de travail véritablement comme une porte de sortie pour ne pas renvoyer les gens en prison. Donc ça, ce mouvement-là, il existe, et donc, de fait, les courtes peines d'emprisonnement qui n'ont pas de réelle utilité, parce qu'on considère qu'il faut au moins 1 an pour s'accoutumer à vivre dans un espace entièrement fermé, et donc faire subir quelques mois de détention a des effets délétères que ne contrebalancent pas les bienfaits qu'on en laisse compte. À l'inverse, j'ai dit un mouvement centripète qui consiste à incarcérer, enfin à punir avec une main de plus en plus lourde et surtout à augmenter les proportions des peines que les gens doivent subir, puisque maintenant on vient d'inventer une peine de 40 ans exactement à rebours de ce que je veux faire prévaloir. Donc je suis évidemment, je m'en rends compte, absolument à contre-courant de ce qui se passe, puisque d'une certaine manière les politiques cherchent essentiellement à complaire à l'opinion. Ce qui me heurte personnellement, c'est la prison en tant que telle. Donc la prison comme, je répète ma phrase, comme un impensé, c'est-à-dire comme simplement une caisse
une caisse en carton dans laquelle on jette les choses. C'est une espèce de case fourre-tout dont on ne se préoccupe absolument pas de ce qui s'y déroule. Il est évident que si on veut donner du sens à la détention, il faudrait y insuffler des moyens. Donc il faudrait transformer les prisons en écoles, il faudrait les transformer en usines, il faudrait les transformer en ateliers. Les détenus sont payés des clopinettes, mais ça ne me dérange pas. Enfin, c'est assez symbolique, sauf qu'on leur demande, en fin de peine, de prouver qu'ils ont essayé d'indemniser les victimes. Donc si je reprenais les critères de la libération conditionnelle, ils sont à se gondoler de rire, ils sont tellement à contre-emploi. Donc il faut une attitude vis-à-vis des victimes, alors que les gens rongent leurs freins et en fait ils sont pleins de ressentiments. Donc on favorise plutôt des sentiments négatifs dans leurs chefs parce qu'ils sont révoltés contre leurs propres conditions. On leur demande d'indemniser les victimes alors qu'ils n'en ont absolument pas les moyens. Imaginons qu'on leur procure du travail et qu'ils soient désireux de travailler. On pourrait parfaitement imaginer qu'ils consacrent le produit de leur travail à indemniser les victimes. Ce serait un gagnant-gagnant, au lieu que l'objectif de réparation, il est toujours renvoyé à plus tard, sinon sous la forme d'une sanction de plus en plus corsée. Donc, créer des ateliers, des formations, c'est indiqué en toutes lettres dans la loi de 2005. Il n'y a rien qui est fait. Mme Dutroux, il a voulu participer à des formations. Le formateur ne voulait pas le former. C'était lui. Ah non, ça je ne donne pas cours à Dutroux. Dutroux ne peut pas avoir de formation, d'accord? Parce que c'est lui. Donc le formateur a dit non. On s'est plaint auprès du type de l'employeur du formateur, il y a quand même un souci. D'accord? L'alphabétisation, on n'est nulle part, donc il n'y a pas de cours, il n'y a rien qui se passe. Il y a 1 heure de préo par jour, et 23 heures sur 24, les gens s'agglutinent les uns sur les autres dans des conditions d'hygiène absolument apocalyptiques. Hein. Donc ça c'est absolument révoltant. Ça entraîne exactement les effets opposés à ceux que l'on voudrait voir prévaloir. Donc c'est absolument ignoble. Donc cette peine, et en France la situation est pire. On visite les prisons, il y a des rats, les plafonds croulent. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Et cela se passe dans une indifférence généralisée. Donc, je dis, il faut évidemment allouer des moyens. Alors, bien sûr, dans cette époque de disette, où de toute façon, il n'y a déjà plus de juges, où maintenant, il n'y aura plus d'avocats, puisqu'on est en train de dire qu'ils vont être réduits de moitié d'ici 15 ans, parce qu'ils doivent devenir des hommes d'affaires. Donc, je vous promets de beaux jours à ceux qui terminent leurs études maintenant. Ça va devenir vachement compliqué. Ne me demandez pas de faire votre stage chez moi. J'ai 2 demandes par jour. Je sature complètement. Et ce n'est pas une bonne idée de venir chez moi. Je ne donne que des déformations professionnelles. Donc, il ne faut pas venir. Mais donc, voilà où on en est. La prison, simplement, telle qu'elle, c'est ignominieux. On ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Alors, évidemment, on devrait prendre le taureau par les cornes et s'allouer des moyens supplémentaires. Mais c'est sans doute la dernière des priorités du gouvernement actuel. D'accord? Donc, désolé, hein, mais il n'y a pas à sortir de là. Ou alors, on les fait sortir en grande masse, en grand nombre. On réduit drastiquement le nombre de détenus. En Hollande, on ferme des prisons. En Scandinavie, on ferme des prisons. C'est évident que plus vous misez dans la prévention, plus vous misez dans la réinsertion, moins vous devez allouer d'argent à la répression. Ce n'est pas en créant une gigantesque prison à Aachen qui va remplacer les dépotoirs de Forêt-Saint-Gilles que vous allez sauver les meubles. Donc on est d'ailleurs dans une dialectique assez comique. C'est que je pense qu'aucun des ministres de la Justice successifs que j'ai connus depuis 30 ans n'a jamais su répondre à la question de savoir s'il y avait trop de détenus ou trop peu en Belgique. Et donc, on est toujours à un niveau d'étiage. En fait, on a l'impression que la prison, la façon dont on raisonne la prison, c'est comme les hôpitaux, c'est une question de gestion des stocks. C'est-à-dire, on remplit les lits, et donc il ne faut pas qu'il y ait des lits vides, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des gens qui attendent d'avoir une place. Donc, on trouve des moyens de vider la nasse quand elle est trop remplie. Par contre, dès le moment où il y a peut-être l'angoisse du vide, hop, on va mettre un coup de barre à droite, si vous me permettez l'expression, et on va renvoyer les gens en détention à dose massive. On le voit très très bien en matière de détention préventive, il y a des vagues comme ça. Oui, monsieur Choury. Moi, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, donc, je retiens quelque chose de ce que vous avez dit, c'est que le système carcéral ne vise pas suffisamment la réinsertion, et ça j'approuve en tout point. Je trouve qu'effectivement le système devrait viser à réinsérer les gens qui ont commis des fautes dans la société. Et alors j'ai une question.
vous avez dit finalement que c'est pas parce qu'on a été violeur une fois qu'on sera violeur chaque fois, et que donc on ne peut pas juger quelqu'un sur le futur par rapport au passé. J'entends bien. Par contre, statistiquement, on constate des cas où le violeur d'une fois revient violeur, et d'ailleurs, effectivement, quand vous parlez de la manière dont le peuple réagit, c'est souvent en disant ben, on l'a lâché après 15 jours, et puis il a reviolé, il a tué, Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Parce que c'est un problème réel. Si on lâche quelqu'un trop rapidement et qu'il commet le même délit rapidement, après avoir commis une première fois un délit, ça pose quand même problème. Je n'ai pas de solution, mais j'aimerais bien... Ça pose évidemment problème, c'est tout à fait clair. Et il y aura de toute façon... alors, il y aura inévitablement un résidu, c'est-à-dire que sur le nombre de libérés conditionnels global, il y aura de toute façon un pourcentage de gens qui récidiveront. Le souci, c'est que la prison est elle-même, là je veux utiliser une image tout à fait tarte, donc on dit souvent de la prison que c'est l'école du crime et une usine à récidive. Il est en fait, les infracteurs de meurtre, c'est peut-être une catégorie que je mettrai à part, je vais répondre à votre question. Mais pour les autres types d'infractions, les atteintes à la propriété par exemple, les meurtriers en général, ce n'est pas des récidivistes, il y a rarement des meurtres sur meurtre, il y en a rarement, d'accord, ça arrive très, très rarement, mais ça peut arriver aussi. Et donc, en général, c'est plutôt des délits liés à la législation sur les stupéfiants ou des atteintes à la propriété. Donc c'est vrai qu'une fois que quelqu'un rentre en délinquance, eh bien, il y a de forts risques qu'il y retourne. La prison n'y est pas pour rien. Vous regardez un film, moi j'adore le cinéma et j'adore les films sur la prison parce que je trouve que les gens ont de la sympathie pour les détenus sur grand écran, autant ils n'en ont aucune pour les détenus en réalité. Et donc, vous regardez Le Prophète d'Audiard, avec un type qui rentre avec des délits mineurs et il fait quelques mois de prison, et puis il tombe sur un caïd qui l'endurcit et qui l'initie en quelque sorte à la grande criminalité. Et on voit bien dans ce film, qui n'est pas du tout tarte à la crème, que le type sort pire qu'il n'était rentré. Donc on ne peut pas esquiver ce problème-là aussi. Je pense que peu de gens sortent franchement meilleurs, parce que quand ils sortent, ils ont juste leur baluchon, et en général, ils sont comme des zombies dans une réalité dont ils n'appréhendent plus vraiment les contours. Ils n'ont pas de situation forcément, et en général, ils dépendent de l'aide sociale, et donc ils ont beaucoup de difficultés à se remettre en selle. Donc il y a vraiment un problème de désinsertion qui se traduit directement par le fait qu'on est tenté de recommettre un mauvais coup pour se refaire une santé. Il y a des gens qui délinquent en disant « je vais payer mon avocat » ou « je vais payer mes amendes ». Ce n'est pas forcément la bonne solution, mais ça explique évidemment l'idée du cercle vicieux. Donc il y a ce problème-là qui ne peut pas être sous-estimé, c'est que la prison elle-même, par le fait qu'elle désinsère les gens, les laisse sur le bord de la route, si vous voulez, en fait en quelque sorte des rebuts sociaux qui ne sont plus bons à rien, et plus la détention est longue, plus les difficultés de réinsertion sont importantes. En ce qui concerne les récidivistes, il est inéluctable que sur la masse, il y en ait qui récidivent. C'est comme ça. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi aléatoire qu'un pari sportif. Je pèse mes mots, effectivement. C'est très difficile en général de préjuger. Maintenant, depuis qu'on a instauré le TAP, depuis Dutroux, les libérations sont devenues tellement frileuses, d'accord, on les emmerde tellement pour des détails. Ils ont loupé un rendez-vous chez le psy, ils ont loupé un rendez-vous chez l'assistance sociale. Brouf, on remet leur dossier à 6 mois. Donc c'est devenu d'une exigence quasiment, comment dirais-je, insoutenable. Donc vous avez des gens qui voudraient bien sortir et puis on diffère continuellement leur libération et finalement ils sont complètement désabusés. Vous avez un bon exemple de ça dans un autre film, c'est Les Évadés avec Morgan Freeman, qui demande 25 fois sa conditionnelle, qu'il ne l'obtient pas, et puis le jour où il ne la demande pas, les juges la lui donnent. Et alors il est tout surpris, il se retrouve en liberté alors qu'il ne s'y attendait plus. Et dans le même film, je pense, vous avez le libraire de la prison qui est tellement habitué à ce qu'on lui ouvre les portes que quand il est mis en liberté, il est dans un appartement, il attend devant la porte qu'on vient de lui ouvrir parce qu'il a perdu l'habitude d'ouvrir lui-même la porte. Et finalement, il vit tellement mal sa liberté qu'il se pend. Parce qu'il y a ça aussi, donc il y a le fait que quand vous êtes totalement désinséré, vous perdez le sens des réalités. Donc je dirais d'ailleurs que dans le cas que nous citons, il y a quand même aussi un effet de déréalisation qui fait que, à force de n'avoir plus de contact avec l'extérieur et d'avoir vécu sous globe, vous ruminez, si vous voulez, d'accord, vous êtes dans des idées fixes. C'est tout à fait fatal. Les infracteurs de mœurs, c'est très complexe. La législation s'est terriblement endurcie. Il faut des rapports
d'un centre d'appui, il faut des rapports du centre psychosocial. Ils n'ont pas les moyens. Les rapports qui doivent être rendus dans les délais, il n'y a aucun délai qui est respecté. On vous dit que les délais ne sont pas sanctionnés à peine de nullité, donc si vous les débordez, il ne se passe rien. Donc il y a un sous-équipement flagrant dans les établissements pénitentiaires pour tout ce qui concerne les traitements. Il n'y a en fait aucun traitement. Il y a à la rigueur des diagnostics, mais il n'y a absolument rien qui est entrepris pour tenter, si peu que ce soit, de guérir des gens qui auraient des pulsions sexuelles auxquelles qu'ils ne pourraient pas contenir. Donc, il est un fait aussi que si on n'a pas les moyens de ces fins, on ne doit pas se plaindre d'avoir en quelque sorte la délinquance qu'on mérite. Donc, quelque part, vous récoltez toujours ce que vous semez. Alors maintenant, dans le cas que nous citons, il a été libéré conditionnel, et on me dit, oui, vous voyez bien, il a été libéré conditionnel, il a récidivé. Je dis, d'accord, à la seule différence qui est pour moi sensible, c'est que je défends un condamné définitif qui moisit en détention depuis plus de 20 ans. Et je dis, ça, c'est ce qui fait qu'il y a, à un moment donné, il faut revoir la situation. Ce n'est pas possible qu'on se contente de dire, il a fait ça il y a un quart de siècle, donc on doit nécessairement en déduire qu'il n'est pas capable de rémission. Je dis, ça, c'est scandaleux, parce que justement, et je mets le doigt sur l'évidence, c'est, je vais dire à un moment donné, platement à l'État, vous n'avez rien. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour qu'il exprime un amendement? Qu'avez-vous fait pour qu'il puisse présenter un plan de reclassement qui soit tenable? Dans quelle mesure aidez-vous vos propres détenus? Je pense que si la société incarcère des gens et les prive de leur liberté, ce qui est quand même notre attribut principal, hein, qu'est-ce qui fait la dignité de la vie humaine? C'est la liberté, c'est le sentiment de liberté. Si vous privez quelqu'un de sa liberté, vous le privez de toute façon de l'essentiel. Vous le mettez de toute façon, vous le plongez dans un tunnel. Si l'État, qui incarcère les gens, ne prend pas la responsabilité de traiter les détenus comme des sujets, et donc de les faire évoluer vers ce qui devient le but, le sens final et intrinsèque de la peine, qui est quand même, à un moment donné, d'arriver à l'orée du bois, ce système n'a pas de sens, il tourne complètement à vide. Alors bien entendu, je réponds encore à votre question, les conditions maintenant de sortie sont devenues terriblement drastiques, d'accord? Donc au point que beaucoup de condamnés à des longues peines préfèrent aller à fond de peine pour ne plus être soumis à des conditions qu'ils ne satisferont jamais. Donc il est en fait extrêmement nocif de laisser les gens aller à fond de peine, puisque de toute façon, il n'y a pas eu d'accompagnement avant, mais il n'y en aura pas non plus après. Donc, quelque part, on suscite le danger dont les médias se répéteront lorsqu'il y aura un écart et lorsqu'il y aura un dérapage dramatique. D'accord? Mais on focalise aussi, à mon avis, outrancièrement l'opinion sur des cas particulièrement dramatiques, à la lumière desquels ils envisagent l'ensemble du phénomène criminel, qui est quand même beaucoup plus complexe, diffus et diversifié, si vous voulez, que l'unique cas de Marc Dutroux, qui suscite encore autant d'années après des passions, un déchaînement de passions, qui est dû quand même à l'hyper médiatisation de ce dossier, pour des raisons très anecdotiques. Il y a eu plein de choses qui ont fait que ce dossier est devenu l'espèce de parangon du dossier criminel belge depuis que la Belgique existe. Et donc c'est aussi en ce sens-là que ce qui me fait monter au créneau, c'est que je dis que si les principes que je défends ne sont pas valables pour lui, alors ces principes eux-mêmes sont invalides. Donc l'idée, c'est qu'il ne doit pas être considéré comme hors norme. Et donc les idées que je défends, bien entendu, je veux faire valoir qu'elles s'appliquent également à lui, avec des particularités qui sont liées à ce que j'ai expliqué tout à l'heure concernant la protection de sa propre sécurité, puisque de toute façon, il sera définitivement au lit et qu'il est impossible de changer, si peu que ce soit, son image de criminel absolu aux yeux du public. Donc ça, je vais pas me heurter à des choses impossibles, et je dirais qu'il faut maintenant que je me fasse au fait que j'ai 9 millions d'ennemis. Et peut-être quelques amis quand même. Allez-y. Pour ma part, je suis totalement d'accord avec vous que les médias et l'opinion publique ont beaucoup d'influence dans certaines affaires. Et je voudrais savoir ce qu'on pourrait mettre en place, ce que vous proposiez pour faire peut-être changer l'opinion publique, notamment
les enjeux entre quelqu'un qui serait libéré conditionnellement ou quelqu'un qui ne le serait pas? Alors, je pense qu'il y a une mauvaise médiatisation de la justice, que la justice est l'otage de la télé, mais qu'il y a aussi une bonne médiatisation de la justice, mais qui est cruellement minoritaire. Par exemple, il me paraît aberrant qu'au cours des humanités, fût-ce en rhétorique, ou ce qu'on appelait avant la rhétorique, qu'il n'y ait pas quelques heures qui soient consacrées, non pas à refaire la hiérarchie des juridictions et à faire l'étagement de qui juge quoi, ce qui n'a absolument aucun intérêt, mais à revenir à des principes de base tels que la présomption d'innocence, si vous voulez, les règles d'organisation du contradictoire, des choses comme ça, ou la place de la victime précisément, ou la façon dont on évalue une peine, qui sont des questions qui sont d'intérêt général et qui, en principe, devraient concerner tout le monde. Mais donc, cette didactique n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'on rate une cible importante. Donc, je pense qu'on peut travailler. Moi, ici, évidemment, je profite de la caisse de résonance que me donne cette affaire, effectivement, pour ébruiter certaines idées, c'est clair. Et il est un fait que ça marche. Les télés me mangent dans la main, alors qu'avant, j'ai toujours été... j'ai toujours participé à beaucoup de débats, mais enfin maintenant ça a pris une tournure invraisemblable, et j'espère, grâce à mon petit opuscule, que vous acquérerez un prix modique puisque j'ai renoncé à mes droits d'auteur, donc je vous le dis tout de suite pour éviter qu'il soit vendu trop cher, mais c'est 30 ou 40 pages qui vont contenir un argumentaire beaucoup plus circonstancié que celui puisque j'ai décidé de travailler soit de parler sans texte, ou à peu près sans texte, donc c'est pour rendre l'exposé plus vivant, mais enfin il y a un raisonnement plus articulé, plus approfondi dans le petit opuscule. Je dis, à partir du moment où cet ouvrage existe, eh bien tout le monde, on peut s'y référer, ça va faire débat. Moi, mon objectif, c'est de faire débat. Donc je souhaite avoir, alors je ne voulais pas avoir de débat contradictoire avant que le bouquin ne sorte. Pourquoi? Je n'ai pas envie de me heurter à Gino Russo, que je respecte infiniment, mais qui va forcément, si je suis sur le plateau d'RTL, s'allier forcément les faveurs du public, et je vais me faire agonir d'injures. Ça n'a aucun intérêt. Rencontrer des personnes qui sont civiles, qui ne sont pas armées, merci beaucoup, et qui acceptent de me consacrer 1 heure de leur temps, pour moi, c'est pain béni. D'accord? Même si je ne vous ai pas convaincu, il y a peut-être certaines choses qui, en tout cas, vont vous travailler l'esprit, et puis vous allez en discuter la prochaine fois que vous allez boire un verre avec un pote. Et puis, je veux dire, d'une manière générale, cette question, faut-il libérer du trou? À un moment donné, tout le monde en a parlé dans toutes les chaumières. Je trouvais que la question méritait d'être posée, et donc elle s'est posée. Donc, d'une certaine manière, moi, le premier enjeu de la chose, il est déjà atteint, c'est que tout le monde en cause. Tout le monde en cause, et pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette question. On ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas continuer de fermer les yeux sur ce que nous faisons en notre nom. D'accord? Il y a un gros souci qui concerne pas seulement lui, mais qui concerne potentiellement 10 000 personnes, plus toute leur famille, plus tous ceux qui n'ont pas idée de la justice, tant qu'ils ne tombent pas dans les raies du système. Or, nous sommes dans une machine qui continue de ronronner, dont le seul effet pratique, c'est quand même d'infliger chaque année des dizaines et des dizaines de milliers d'années de prison. Donc, on est dans un système complètement dont plus personne ne réfléchit vraiment aux finalités, parce que tout le monde est dans une routine, et parce que les juges n'ont pas l'embarras du choix. Donc, et ce sont des exécutants de basses œuvres. Donc on est quand même, et les avocats font l'accompagnement aux mourants, ils sont aux soins palliatifs, ils tiennent les gens en leur disant voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qui vous arrive, je vous avais bien dit que ça allait vous arriver, et ils ne servent pas à grand chose, ce sont des fantoches. Il faut se rendre compte, ça, les avocats au pénal, j'en suis, on sert rarement à grand chose, souvent à presque rien, je l'ai écrit, ça ne m'a pas valu la faveur de mes confrères, pourtant c'est la vérité, on ne sert pas à grand chose, on tient les gens par la main, on essaye de les défendre à la pièce contre un système qui les anéantit, qui les dissèque complètement. Donc, vous êtes en train de faire l'étude de droit, vous êtes sur le point de les terminer. Il faut simplement que vous vous rendiez compte qu'il y a un décalage colossal entre, je répète, le droit pénal sur papier qui a l'air extrêmement séduisant, parce que c'est une belle mécanique intellectuelle, et ce qui se passe dans les prétoires, où des juges complètement désabusés fonctionnent de manière routinière en infligeant jour après jour des peines d'emprisonnement dont ils ne se préoccupent pas une seconde de savoir ce qu'il en advient quand la personne se trouve effectivement au trou. Donc il y a quand même un gros souci sur lequel je veux mettre le doigt, et je dis du trou, du trou, si on veut faire preuve à l'égard du pire criminel d'un minimum d'humanité, on ne peut pas le laisser croupir
dans sa fange, c'est pas possible, c'est effectivement une forme de barbarie. Alors je raisonne, j'ai pas de peine avec ça. Je cite souvent un cartoon qui m'avait frappé quand j'étais jeune, où on voyait un père qui fessait un gosse en disant « ça t'apprendra à frapper les autres ». Donc il y a évidemment un paradoxe, c'est qu'il traite son gosse comme le gosse a traité autrui, et donc forcément ça ne va peut-être pas convaincre le gosse de revenir à meilleurs sentiments. Si nous traitons nos criminels comme eux-mêmes traitent leurs victimes, on n'en sortira pas. Donc il est un fait que nous sommes dans une forme de justice évoluée et qui doit encore évoluer parce qu'à certains égards, elle reste franchement moyenâgeuse. Voilà. Oui, je vous en prie. Oui, merci beaucoup pour votre conférence. Moi, je me demande, j'ai l'impression qu'un argument qui est souvent rétorqué au type de question que vous avez demandé, c'est de dire, puisque vous avez parlé au début de votre conférence de la sanction, c'est de dire oui, mais s'il n'y a plus de sanction, entre guillemets, s'il n'y a plus quelque chose de terrible qui arrive si jamais on commet une faute, et si jamais les prisons, même si idéalement ça devrait être le cas, deviennent des espèces d'écoles de citoyenneté, comment est-ce que ça gardera l'effet dissuasif? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr, tu as très bien expliqué ça, mais donc je ne suis pas pour la suppression de la sanction. Je dis simplement que ça demeure une sanction. Hein. Le fait fondamental de n'avoir plus ta liberté de mouvement est le fait fondamental. D'accord? Donc même si on occupe ton temps à faire des choses qui ont du sens et qui peuvent simplement t'aider à faire autre chose que de tuer le temps, au sens strict, ça n'en est pas moins un régime où tu es assujetti aux ordres d'autres qui te commandent d'aller ici ou là avec un horaire que tu n'as pas choisi, avec une nourriture que tu n'aurais certainement pas choisie, avec un compagnonnage qui n'est pas idéal. Donc, je veux dire, il y a de toute façon des effets collatéraux à l'incarcération qui sont inéliminables. D'accord ? Je ne demande pas d'en faire effectivement une espèce de parc récréatif où on aurait le choix entre le tir à l'arc, la piscine et la pétanque. Donc il faut bien m'entendre. Mais donc je veux dire, malgré tout, on ne va pas passer d'un extrême à l'autre, mais donner la possibilité d'une formation à tout le monde. Tu sais, il y a un très beau film italien que je vous invite à voir, qui s'appelle, je crois, Ave César ou quelque chose comme ça. Vous allez trouver ça facilement à la médiathèque. Où on a fait jouer, c'est un film sur une pièce montée dans la prison par tous des détenus à de très longues peines, d'accord ? Et ils jouent un rôle, Brutus, Passi, Caius Pontus et je ne sais qui encore, d'accord ? Et donc ils jouent les assassins de César et on les voit en train de monter cette pièce et donc ils s'investissent dans ce rôle de façon incroyable et donc ils jouent ensuite devant les familles qui sont admises sous haute sécurité à venir voir, donc il y a 2 représentations, je pense. C'est un moment d'apothéose pour ces gens qui se sont mués en autrui, donc qui ont pu se projeter dans un rôle. Donc, c'est un moment d'élection extraordinaire. Et donc, toute la prison, tous les gardiens qui ont assisté, les familles, sont dans un état de commotion incroyable. Et puis, alors après, tu as un après qui est terrible, où on interroge ceux qui ont participé à l'expérience et qui sont revenus à leur quotidien carcéral affreux et qui, effectivement, ont l'impression d'être encore tombés plus bas qu'ils ne l'étaient parce qu'ils ont connu à un moment donné très, très succinct de vrai enthousiasme, quelque chose qui les motivait, et puis tout d'un coup, ils en sont réduits à ce quotidien tout à fait informe et sans signification et sans but. Donc ce film est terrible parce qu'on montre le dépérissement des gens qui ne voient plus à partir d'un certain temps à quoi ça sert, qui à un moment donné, évidemment, ont bien dû admettre qu'ils avaient fauté, que la sanction était inéluctable, mais qui, à l'usure, si tu veux, n'ont même plus notion de ce qu'ils ont fait. Il faut savoir aussi que quelqu'un qui rumine sa peine, il est tout le temps en train de se reconstruire son propre passé, en train d'essayer de se chercher des excuses, et donc au lieu d'être dans une attitude de repentir ou de résipiscence, comme on dit dans un vieux français, ce sont des gens qui vont au contraire se dire oui mais quand même il y a ça qui a pesé sur ma détermination, et donc finalement la seule façon pour eux de se regarder dans une glace, c'est de se dire qu'ils n'étaient quand même pas intégralement coupables, et donc ils vont se chercher, c'est un réflexe tout à fait classique,
d'assez larges circonstances atténuantes. Et Dutroux n'échappe pas à la règle. Quand on discute, c'est clair que pour lui, il y a des tas de déterminants qui ont fait qu'il était dans une situation où il était englué, il ne savait pas faire autrement. Et alors, on doit tout le temps recadrer en disant, oui, mais quand même, il y a quand même ça et ça et ça et ça. Et vous avez une responsabilité qui est absolument écrasante. Mais c'est difficile de tenir cette conversation avec quelqu'un qui essaye tout simplement de se forger une carapace qui lui permette de conserver une image de lui-même qui soit tolérable. D'accord ? On ne peut pas battre sa coulpe 24 heures sur 24 pendant 25 ans. Donc il y a ça aussi. Donc il y a une inhumanité dans la mesure où il n'y a pas de personnes non plus qui soient... Bon, il y a des visiteurs de prison, mais enfin ils se comptent sur les doigts de deux mains. Hein, donc c'est ça leur vocation. Hein, c'est des gens qui font ça bénévolement et qui essayent tout le temps de remettre les gens debout en leur disant qu'ils conservent évidemment une étincelle d'humanité, même les pires criminels. Donc je pense qu'on doit essayer d'œuvrer dans ce sens. Bon, bien sûr, ça peut vous paraître irénique, hein, mais malgré tout, je crois que c'est un objectif à continuer d'essayer d'atteindre. Donc même s'il est fondamentalement, il ne sera jamais atteint à la perfection. Ça n'empêche pas de se donner des mobiles, si vous voulez, qui sont louables. Vous fixez votre seuil maximal à 25 ans. Comment vous fixez votre seuil en fait? Pourquoi pas 20? Alors, moi, je réponds, je n'ai pas de souci. Dans mon petit bouquin, je dis il faut trouver des peines à échelle humaine. Alors, à échelle d'une vie, parce que pour moi, ça m'a semblé, finalement, je me suis posé la question plusieurs jours. Je me suis dit, c'est qu'on ne peut pas mesurer une peine à l'aune du tort causé aux victimes. Donc, ça, j'ai été très explicite là-dessus. Et alors, j'avais, prudemment, dans le chapitre qui concerne ça, j'avais dit, et je dirais à quelle aune il faut la calculer un peu plus tard. Donc, parce que je n'avais pas d'idée sur la question. Et puis, je me suis donné quelques jours de réflexion. Et puis, j'ai eu l'impression d'avoir quand même une intuition en me disant, mais les peines, la seule aune possible, c'est la seule échelle universelle, c'est la durée d'une vie. Alors 25 ans, c'est quelqu'un qui rentre, imaginons quelqu'un qui rentre en délinquance à 25 ans, ben, il en sort, la grosse partie de sa vie active est derrière lui, et ben, on l'a amputé en quelque sorte d'une demi-vie. D'accord ? Donc je dis, dans mon raisonnement, qui peut être contesté, parce que dans 40 ans, ça me paraît personnellement absurde, d'accord ? Donc ça me paraît justement à l'échelle d'une vie totalement démesurée, d'accord ? Donc je dis, l'équité commande de garder quand même une certaine mesure. Donc ça veut dire, si on calcule l'échelle des peines à partir de 25 ans, ben, on va bien entendu dégrader en fonction. C'est très aléatoire, mais j'ai bien indiqué initialement que de toute façon, la mesure d'une peine, elle est foncièrement arbitraire dans la mesure où elle est de pure convention. Donc, ok, on ne pourrait pas dire que ça vaut plus 40 ans que 25 ou que ça en vaut 10. D'une manière générale, on considère d'ailleurs qu'après 15 ans, les gens ne savent pas être réinsérés. Donc, moi, je dis 25 parce que je n'ai pas envie de récolter les foudres du tout public et qu'on vienne manifester devant mon cabinet, quoi qu'on l'ait déjà fait, mais il y avait 30 flics et 5 manifestants. Donc ça m'a bien fait sourire. Donc parce que les gens qui vous menacent en général sont des pleutres. Hein, donc ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, mais de toute façon ils n'iront jamais plus loin, fort heureusement pour moi. Mais donc l'idée c'est que 25 ans, pour moi, je raisonne à froid et je dis en termes de privation de liberté, pour moi c'est vraiment un indépassable. Que par la suite, effectivement, on assortisse la libération avec des conditions, oui. Mais donc, comme j'ai dit, à ce moment-là, le fait de fixer un terme, oblige l'État à mettre en œuvre les moyens appropriés pour. Okay ? Tandis que pour l'instant, du sort de ses propres condamnés, il se lave les mains. Mais justement, si on dit qu'après 15 ans, il y a entre guillemets des conséquences irréversibles, du coup, on perd cette fonction de réinsertion de la peine au final si on va jusqu'à 25 ans. Attends, moi j'ai parlé de 25 ans à la faveur de l'affaire Dutroux, d'accord, puisque j'ai dit aussi qu'il allait falloir du temps pour mettre quelque chose en place et trouver notamment un terrain de parachutage qui n'est pas évident, bien que Christian Pagny, mon vieil ami, ait dit que pourquoi pas après Michel Martin, au point où il en était. Je referme la parenthèse.
Donc si je dis 25 ans pour Dutroux, il faut constater qu'on est au pinacle, d'accord, on est sur la marche ultime du podium, si vous permettez l'expression, d'accord. Donc on peut imaginer qu'on dégrade rapidement, d'accord. D'une manière générale, d'ailleurs, pour les peines à perpétuité, que dit la loi, c'est selon les cas, 15 ans. S'il y a eu des récidives, c'est 19 ans, et dans certains cas, c'est 23 ans. Et donc, pour une perpète, actuellement, la libération conditionnelle est susceptible d'aboutir après 15 ans. Mais, comme je l'ai dit, la loi sur le TAP est faite de telle façon, jugeant sans appel à l'unanimité, que le TAP a parfaitement les moyens de ne jamais libérer quelqu'un. Donc s'il ne le veut pas, si vous voulez, on ne sait pas les contraintes. Donc la possibilité d'une compression de la peine est en fait purement hypothétique. Donc on n'a pas, la conditionnelle est une faveur, elle n'est pas un droit. Moi je voudrais la muer en un droit, puisqu'à partir du moment où on serait obligé de libérer quelqu'un, les conditions seraient de règle, mais on ne pourrait pas prolonger indéfiniment cette détention au prétexte que les conditions ne sont pas satisfaites. D'accord ? Ça, c'est mettre toute la responsabilité dans le chef du détenu, alors que le gars n'a pas les moyens de lui-même, à titre individuel et seul, de se recréer son propre avenir. Oui, je vous en prie. On ne va pas être... Non, d'ailleurs, monsieur, au fond, je vous en prie. C'est une bonne question. Évidemment, moi, oui, il n'y a pas de souci. En fait, le problème de la... Donc, je vais répondre à la question, mais par une pirouette. Le problème de la justice, c'est que c'est un milieu qui fonctionne en vase clos. D'accord ? Les juristes sont en fait des gens qui... J'ai dit des énormités, c'est pas grave. Quand vous changez les conditions de travail des juristes, les juges, les avocats, etc., au lieu de se rebeller contre leur sort et de manifester, ils organisent un colloque pour expliquer les nouvelles conditions de leur travail. D'accord ? Donc, il y a une nouvelle loi. La loi est merdique, elle est scélérate, comme on va dire. Mais plutôt que de se plaindre de l'évolution du cours des choses qui va dans le mauvais sens, mais on va directement créer un colloque, en général cher et vilain, où les pontes de la matière vont venir expliquer comment on doit fonctionner à l'avenir. Même quand vous révolutionnez les conditions de travail. D'accord ? Donc, les juristes fonctionnent en circuit fermé. C'est un milieu extrêmement confiné. C'est un peu comme le village du prisonnier, bonjour numéro 1, bonjour numéro 2. Donc, et ça manque d'air. Donc, il y a très peu de contact avec l'extérieur. Le seul contact entre la justice et l'opinion publique, c'est la télévision. Et donc, il y a un souci dans la mesure où, justement, les médias pensent qu'il faut toujours aller dans le sens du poil de ce que les gens attendent. Et donc, ici, je pense que, simplement, en tant qu'auditeur, quand vous avez voix au chapitre, en tant que spectateur d'une émission où vous avez le droit d'intervenir, en tant que lecteur, vous pouvez toujours exprimer une opinion qui va à contresens. C'est déjà ça, vous avez déjà la liberté de penser et de penser à contresens. Donc c'est déjà ça, et que vous pensiez éventuellement à rebours de la pensée ambiante et de la pensée dominante, c'est déjà énorme. Plus vous serez nombreux, mieux ça vaudra. Moi, mon opinion ici, enfin mon objectif, je le dis tout de suite, c'est que j'avais deux publics cibles. Ce sont les étudiants en droit, parce qu'eux sont vraiment dans la pépinière, si vous voulez, qui va créer une nouvelle génération de juristes. Et moi, j'aurai bientôt rendu l'âme. Et deuxièmement, je pense que quelques intellectuels de haut vol vont effectivement sortir du bois. En France, en Belgique, en Hollande, j'ai déjà des répondants. Donc, je veux dire, il s'agit de créer, à un moment donné, un mouvement d'opinion qui alerte aussi bien en France qu'en Belgique sur ce qu'on fait en notre nom. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera peut-être un feu de paille, mais en tout cas, l'idée, c'est que plus on est nombreux, mieux ça vaudra. Donc, pour le reste, effectivement, vous avez le problème du citoyen ordinaire, si vous voulez, enfin, qui n'est pas dans le sérail, c'est qu'il a peu d'espace de dialogue et qu'il a peu l'occasion d'exprimer ses opinions. Donc,
c'est vrai que vous êtes, enfin, je dis vous, je dis d'une manière générale, le public n'a pas vraiment droit à l'expression, sauf dans l'ire, d'accord, et dans la menace et sous le ton, et par les réseaux sociaux qui sont évidemment une abomination dans les matières que nous traitons. Mais je veux dire, ne fût-ce que allumer, je vais utiliser une image un peu stupide, allumer une bougie, puis 2 bougies, etc., et des lanceurs d'alerte, comme on dit, puisque c'est l'expression à la mode, c'est important. Donc, que vous soyez conscient du problème, et que si jamais lors d'une conversation, quelqu'un vous dit quelque chose complètement hérétique, vous preniez son contre-pied avec courage. Donc, c'est important. Voilà. Et puis, pour le reste, chaque fois que vous aurez l'occasion de vous exprimer, n'hésitez pas à le faire si vous partagez des idées qui ne font pas forcément recette spontanément. Pour le reste, je n'ai pas de solution miracle. Il faudrait être ministre de la Justice, mais celui qu'on a est vraiment catastrophique. Il est catastrophique, donc je ne lui mets plus de majuscule, moi. Donc c'est le ministre de la Justice avec un tout petit J et un tout petit M. Un tout petit M. Il est vraiment en train de saborder la machine. Elle fonctionnait déjà pas bien, mais maintenant c'est vraiment titanique. Je vous en prie, monsieur. Vous vouliez quand même dire quelque chose, j'en prie. Oui, moi je pense pas qu'il soit si compliqué de changer l'opinion des gens, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les bonnes informations. Il y a des tas d'exemples qui fonctionnent en Europe, on n'en parle pas. Alors quels sont-ils et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en parle? Oui, c'est un fait, mais c'est très étanche, déjà qu'on ne se parle pas entre flamands et wallons. Donc ce qui se passe à l'étranger, en général, si vous voulez, par exemple, il y a déjà 4 ou 5 pays qui ont aboli la perpétuité. Ça ne porte pas plus mal, d'accord, c'est un enjeu symbolique. Donc, mais je vais essayer d'apporter une documentation à l'appui de ce que je dis. Sur les pays qui ont effectivement, en Hollande, les prisons maintenant sont des hôtels, mais pour touristes qui voudraient faire l'expérience d'être encagés pendant une nuit. Ça coûte très cher, mais il paraît que c'est vraiment très à la mode. Bon, c'est évidemment une dérive, mais je veux dire, c'est quand même un fait significatif. C'est que c'est vraiment le vase communicant entre les deux. Donc c'est clair que si vous avez une politique pénitentiaire qui est cohérente, on n'en a jamais eu. Nous, on n'en a jamais eu. Donc c'est vraiment la prison, c'est terra incognita, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on peut s'inspirer des exemples étrangers, mais du côté francophone, on est très très mal loti. Le Canada est à l'avant-scène de tout ce qui est justice réparatrice, avec énormément d'alternatives à la détention, et même on sort du champ judiciaire avec des assemblées de voisins, etc., qui commencent à essayer d'arbitrer les conflits, parce qu'on n'est pas du tout dans le tout répressif. Donc il y a tout simplement moyen d'imaginer d'autres réactions que la punition pure et dure, bien entendu, chaque fois que c'est possible. Je ne parle évidemment pas des infractions graves que j'ai dû évoquer ce soir, mais donc pour des délits de moindre ou de moyenne acabit, il y a évidemment toujours moyen d'envisager des solutions tout à fait différentes. Je suis par exemple très choqué du fait que beaucoup de procès se passent hors la présence des victimes. La médiation est complètement sous-employée, d'accord, et je ne parviens pas à comprendre comment on peut juger quelqu'un sans qu'il y ait eu ce face-à-face avec la victime, qui est souvent extrêmement éloquent et particulièrement pertinent pour décider de la façon de juger. J'ai eu comme ça une fois un fait d'inceste où la jeune fille est venue face à son père et elle a eu le courage de s'exprimer face à lui. Et c'était un moment, je vais dire, magique, dans la mesure où les juges étaient bouche bée, les avocats n'avaient plus rien à dire, le procureur du roi il s'est rassis. Il y avait à un moment donné une parole de vérité qui était beaucoup plus importante, finalement, qui faisait perdre tout intérêt à la sanction. C'est-à-dire, finalement, ce qu'il allait advenir du délibéré perdait complètement sa signification. J'ai beaucoup glosé sur j'ai publié un petit opuscule Justice et cinéma, mais dans lequel il manque un chapitre sur la justice et les victimes, les films sur les victimes. Si vous reprenez tous les films sur les victimes, le fait, je terminerai par là parce que vous devez être fatigué, enfin j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, mais tous les films sur les victimes sont bâtis toujours sur un synopsis à peu près semblable, c'est-à-dire que la justice n'a pas fait son travail, la victime se met à faire elle-même l'enquête, trouve le chauffard qui a tué l'enfant, trouve l'assassin, et tous ces films culminent par une scène de face-à-face qui se termine par
le fait qu'ils se tournent le dos ou qu'ils tombent à genoux côte à côte ou qu'ils disent bon maintenant il est passé aux aveux, j'ai obtenu ce que je voulais, c'est-à-dire la reconnaissance de sa culpabilité, j'ai obtenu la reconnaissance de mon statut de victime, pour le reste je vous méprise ou à la rigueur dans le meilleur des cas je vous pardonne. Mais tous ces films sont exempts complètement de scènes de prétoire. Vous avez comme ça un film remarquable de Polanski qui s'appelle La jeune fille et la mort, avec une femme qui reconnaît son agresseur et son violeur alors qu'elle était détenue dans une dictature sud-américaine. Et tout le film consiste à dire « je suis certaine que c'est lui ». Et son mari qui est avocat dit « tu ne peux pas le juger comme ça à l'emporte-pièce ». Et à la fin du film, il y a une scène exceptionnelle avec Ben Kingsley dans le rôle du criminel, qui est plus éloquente que n'importe quelle démonstration. Vous avez un film des frères Dardenne, L'Office, vous avez sans doute vu, d'accord, avec le type qui embauche l'assassin de son fils, qui est mineur d'âge, qui était dans l'orbite du tribunal de jeunesse, qui sort, qui fait son apprentissage chez Gourmet, qui est menuisier, et puis à un moment donné, Gourmet lui dit « tu sais, c'est toi qui as tué mon fils », parce qu'on ne parle pas de fait mineur, hein, on ne parle pas d'un vol de boule, d'accord, du coup le gamin prend la fuite en pensant que Gourmet va lui régler son compte. Il y a une course-poursuite dans l'atelier qui dure 10 minutes, c'est une scène splendide, et puis finalement Gourmet se met sur le gamin, et le gamin croit que sa dernière heure est venue, et puis Gourmet desserre l'étau, et puis il retourne à sa camionnette, et puis il y a le gamin tout penaud qui vient l'aider à ranger son bois. Donc ça, ce sont des scènes qui donnent à réfléchir sur les intentions des victimes qui sont en général très peu avides de répression. Et c'est pour ça qu'on leur fait jouer un vilain rôle maintenant, comme si elles étaient absolument éperdues de revanche et à la rigueur qu'on ne sera jamais assez cruel. C'est une vue de l'esprit. L'immense majorité des victimes ne sont pas du tout demanderesses de cette forme de vengeance brute. Ça n'a pas de sens. Mais vous avez raison, il faut effectivement aller glaner ce qui se fait de mieux à l'étranger et convaincre les gens que ça fonctionne. Et parce qu'on est en train de crier tout le temps au loup, au loup, au loup. Objectivement, si vous avez peur de tout trou quand il sortira, sans dents, sans cheveux, d'accord, complètement maqué par les médicaments, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, si vous me permettez l'expression, autant vous allez dire tant mieux, d'accord, un petit vieillard, hein, d'accord, un vieillard complètement cassé, qui ne sera certainement plus recette en termes de séduction. Donc, vous êtes dans le leurre. Maintenant, je ne peux pas le dire face télé, face caméra. Je ne vais pas dire non, il n'est pas dangereux. C'est mon sentiment intime, mais enfin, c'est un type qui a été complètement, comme beaucoup d'autres, il faut bien le reconnaître, disons-le en un mot. Vous allez dire, c'est bien fait pour lui, hein, mais il a été complètement cassé par la prison. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la survie. Voilà, comme ça, vous le savez, comme ça, vous saurez éventuellement que répondre si jamais on vous dit, mais enfin, avec quoi tu viens? Oui, je t'en prie. Vous pensez clairement qu'il faut réduire le nombre de peines de prison. J'imagine aussi que 25 ans, c'est une solution crédible peut-être dans le système pénitentiaire actuel. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de supprimer totalement les prisons, ou est-ce qu'il faudrait quand même en garder pour les grands criminels et les mêmes prisons, des prisons ouvertes, différentes? Alors, de toute façon, plus le régime de détention est... et je réponds à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, plus il est humain, plus on peut en escompter de bénéfices réels. Par exemple, Saint-Hubert ou Marneffe, qui sont des prisons semi-ouvertes, avec du verre, est réservé à des gens qui ont déjà un pied dehors et dont on pense qu'ils ne vont pas escalader le mur à la première occasion. Le fait de pouvoir faire confiance à des personnes et donc de leur laisser une certaine marge de liberté est évidemment très, très important. Donc ça, de toute façon, pour tout le monde, je pense qu'à partir du moment où tu traites les gens dignement, tu vas récolter les fruits de tes investissements. Si tu les traites comme du bétail, de toute façon, tu vas effectivement avoir un coup de sabot à la première occasion venue. C'est une évidence. D'accord ? C'est la même chose avec des gosses, c'est la même chose avec une classe. Si tu es éducateur, si tu sanctionnes quelqu'un en le foutant au coin, mais si tu commences à le brimer et à en faire un épouvantail, de toute façon, il ne réintégrera jamais le groupe, il va polluer complètement toute l'année scolaire. Donc, ce n'est pas très, très différent, c'est assez basique. Je pense sincèrement que pour
proportion de délinquants, la prison est évitable. Et qu'on doit pouvoir leur faire des travaux d'intérêt collectif ou d'autres solutions qui sont axées essentiellement sur l'obligation de réparer avec des contraintes, avec des contrôles effectifs, donc justement le fait de tenir les rênes serrées pour les guider. Hein. Donc il faut quand même, ce sont en général des laissés pour compte, c'est des gens qui sont un peu des déshérités de la vie, qui sont très abîmés, qui ont des parcours souvent très chaotiques. Donc c'est aussi des gens qu'on doit éduquer sur le tard, qui n'ont pas suivi l'école, qui n'ont pas de formation, qui sont effectivement des espèces de cloches qui sont bonnes à rien. Donc il y a un gros travail à faire avec ça. Mais c'est vraiment une catégorie les détenus, vous savez, là, je termine quand même par ça. Hein. Qui est-ce qu'on trouve en prison? Toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire une catégorie de gens toujours très, 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 très ciblés. Hein. C'est des jeunes, en essentiel, entre 18 et 30 ans, issus des couches défavorisées de la population, beaucoup d'origine immigrée, pour des délits qui sont toujours de la même nature. Il y en a qui ne rentreront jamais en prison, malgré qu'ils aient commis des torts sociaux considérables. Là, je n'ai pas parlé de la criminalité en col blanc, je n'ai évidemment pas parlé des banquiers pour lesquels la transaction existe. Je n'ai pas parlé des diamantaires anversois, qui ont volé plus que tout ce que les détenus actuellement détenus n'ont jamais volé dans leur vie, et qui s'en sortent miraculeusement avec une sanction qui est d'autant moins dissuasive qu'en fait ils ne rétrocèdent qu'un infime pourcentage de leurs gains illicites. D'accord ? Donc il y a aussi un problème de discrimination et de reconduction sempiternelle d'une population qui se reproduit inlassablement et qui est toujours identique à elle-même. Oui, bien sûr, on ne sait pas éliminer tout à fait la prison. Je dirais que oui, sans aucun doute, pour 20% des gens, il n'y a pas d'exitoire. Je suis bien d'accord pour dire que le réflexe punir en représailles est un réflexe machinal, mais il n'y a pas véritablement d'autres solutions, même si fondamentalement un mal causé ne répare pas le mal subi. Mais ça, on est pour autant que la punition reste une punition et qu'elle ne devienne pas un châtiment totalement disproportionné. En fait, j'ai encore dit une chose. Il y a un bon livre qui vient de sortir qui s'appelle « Punir une passion contemporaine » d'un Français, d'un anthropologue, qui explique la généalogie des peines. Alors il explique pourquoi, et il donne de très bons exemples en France, pourquoi il y a toujours une part obscure dans le châtiment. Pourquoi est-ce que, en fait, on s'autorise tous les débordements qu'on connaît en prison, avec les matons qui font de certains détenus de leur bête noire, avec des traitements qui sont vraiment, vraiment cruels, d'accord, avec le directeur qui couvre les agissements de ses subordonnés. Il y a toute une culture de la prison qui consiste à dire « vous n'êtes quand même que du rebut, donc on vous traite comme de la merde parce que vous ne méritez pas mieux ». Et donc tout cet excédent de la peine, qui consiste pas seulement à punir, mais à traiter les gens de manière inhumaine, se justifie parce qu'on n'est justement pas encore sorti du cycle de la vengeance. Pas tout à fait. Et donc c'est pour ça que je dis que toute référence à la figure de la victime doit être abolie. Voilà, je pense que vous avez votre compte, non? Je pense que j'ai été explicite, non? Je vous remercie, mais il est 21h51. Demain, je dois plaider, j'ai plus une goutte de sec, plus une goutte de... Non, pas une goutte de sec, ça ne va pas, mais je suis exsangue, j'ai la langue comme un chausse-pied, mais je vous remercie 1000 fois de votre attention.